commencé à la fin des années 60 et, au début des années 70, si vous voulez. C'est pas du tout un cours d'histoire, hein, c'est pour essayer de voir comment on peut situer ceux qui, dans le fond, survivraient. Je pense que c'est ceux-là qui ont survécu dans ces années-là à l'influence de la mise en scène, à sa toute-puissance et à la vogue des classiques, ou encore à la nostalgie du théâtre de l'absurde. Enfin, du théâtre dit de l'absurde. C'est une expression que j'utilise avec un certain nombre de précautions. C'est-à-dire que, on a eu évidemment, et pour la plupart des gens qui ne sont pas spécialistes de théâtre, tous ceux que les critiques et quelquefois les universitaires, hélas, ont mis dans le même sac théâtre de l'absurde, c'est Ionesco, Beckett, Genet, Adamov, qui écrivent pourtant de manière extrêmement différente. Et pour beaucoup de gens, les écritures contemporaines, c'est eux. Or, je rappelle qu'ils appartiennent plutôt aux années 50. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 60-70 ? C'est les metteurs en scène, beaucoup, qui remontent les classiques, qui relisent, voilà. C'est beaucoup des créations collectives. Et l'idéologie de 68, c'est l'écriture individuelle de l'auteur dans sa tour d'ivoire. On ne veut plus en entendre parler, c'est un phénomène bourgeois. Tout ça, en gros, à la poubelle. Donc, dans le fond, ceux qui surnagent, ou ceux qui ont traversé le désert, et qu'on retrouve parfois aujourd'hui, c'est des gens comme Michel Vinavert, qui écrit déjà depuis un certain temps. Il a écrit les Coréens, il a écrit des Huissiers, enfin, des choses comme ça. Et Michel, dans les années 70, il écrit une pièce dont le titre va tout vous dire. Elle s'appelle Par-dessus bord. C'est-à-dire qu'il écrit une pièce impossible, qui dure entre 7 et 8 heures, avec un nombre de personnages absolument extraordinaire, plusieurs dizaines. C'est-à-dire qu'il est sûr de ne jamais être monté, surtout à l'époque, où personne, en gros, s'intéresse beaucoup aux écritures contemporaines, et où commence la phrase habituelle, qu'on ne va pas cesser d'entendre, il n'y a plus d'auteurs contemporains. Bon, dans la tradition des écrits, quand on était un écrivain digne de ce nom, on écrivait des romans, du théâtre, des essais, un peu de tout. Enfin, prenez Sartre, prenez Camus, par exemple, des gens qui ont écrit un peu de tout. Donc, par exemple, je vais penser à des gens comme Nathalie Sarraute, qui est quand même la première à travailler sur cette chose magnifique dont je parle beaucoup moi aujourd'hui, qui est le théâtre de la parole, et quelqu'un comme Marguerite Duras. Mon problème, c'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Je dis des gens qui ont travaillé sur une espèce de diversité de formes, et donc qui ont survécu aux effets de mode. En Angleterre, vous avez par exemple Pinter, qui surfe, Harold Pinter, qui surfe sur la suite de ce qu'on a appelé en Angleterre le nonsense. En Allemagne, vous avez un écrivain qui est aussi un écrivain multiple, c'est Peter Hanke. En Italie, si je prends un seul nom comme ça rapidement, je prends Dario Fo, qui a combiné la ligne populaire et la ligne politique. Il y a d'abord l'État qui va se mêler un peu de tout ça, et je situe au début des années 80 une espèce de retour des écritures, c'est-à-dire des écritures de théâtre, j'entends. L'État s'en est mêlé en attribuant des bourses, des résidences, des aides à la création. Il y a un certain nombre d'auteurs qui émergent autour de ce qu'on a appelé, alors à tort ou à raison, le théâtre du quotidien. C'est-à-dire des auteurs, qui ont la volonté de redonner la parole ou de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont jamais, donc aux petites gens. J'emploie aussi, encore une fois, c'est une manie universitaire, j'emploie encore des guillemets parce que je cite plus ou moins des gens. Alors là, par exemple, il y a un auteur comme Jean-Paul Wenzel. C'est un texte qui tout à coup a sidéré, dont la lecture a sidéré Avignon. C'est Loin d'Agon d'Ange, à la fin des années 70. Michel Deutsch. Ou en Allemagne, des gens comme Kreutz, c'est-à-dire des auteurs qui sont moins intéressés par ce qu'on appellerait la grande histoire, par la dimension historique ou politique, que par la vie quotidienne. Vous voulez, dans les années 80, il y a beaucoup d'auteurs qui se permettent tout.
c'est-à-dire qui mettent en cause la fable, enfin le récit, hein, ce que le théâtre raconte, qui construisent des récits éclatés, qui se permet ce qu'on a appelé la romanisation, c'est-à-dire des formes théâtrales qui s'inspirent des formes romanesques, qui modifient le statut du personnage, qui modifient complètement les règles du dialogue. Le dialogue, c'est classiquement, disait Jouvet, je te parle, tu me réponds. Eh bien, ça n'est plus forcément comme ça. Alors, des noms, je dirais, il y a eu, notamment autour de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, avec une revue, un noyau dur d'auteurs. Allez, je commence par une femme, Noël Renaud, qui était très proche de Philippe Mignana. Je vais en reparler sous d'autres jours. Là, je vous fais un tout petit machin d'histoire. Roland Fichet, Michel Azama, un peu à distance, Valère Novarina, et également à distance probablement, enfin, de ce noyau groupe, Enzo Corman. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais en oublier forcément, hein, je vous le dis dans mes préalables, c'est pas à ça que je sers aujourd'hui, j'essaye d'attirer votre attention sur. Bon, ce noyau-là, pourquoi je l'appelle noyau, c'est des gens qui se voient, qui discutent d'écriture, qui travaillent ensemble à une revue qu'ils éditent depuis Villeneuve-les-Avignon, à la Chartreuse, et qui se battent pour que le statut des auteurs se modifie. J'ai rien dit encore de ce qui a été notre auteur français le plus joué à l'étranger, et le plus traduit, c'est Bernard-Marie Coltès. Parce que, d'une certaine manière, c'est une fulgurance à part. Je le mets à part parce que, d'une certaine manière, il a autorisé un certain nombre de jeunes gens et jeunes filles à écrire pour le théâtre, puisque ça marchait, enfin, et qu'il a donné une nouvelle impulsion à l'écriture théâtrale. Bon. Un autre phénomène comparable, parce qu'il a été beaucoup plus comparable, parce qu'il a été beaucoup plus dans la marge, c'est Jean-Luc Lagarce, qui lui aussi, comme Coltès d'ailleurs, voilà que je cite des morts. Jean-Luc Lagarce, il y a eu, et grâce au Solitaire Intempestif de la maison d'édition et à ses amis, un mouvement incroyable. Il y a eu, je crois, je ne sais plus combien de colloques, enfin 8 colloques ou 10 colloques en 2 ans sur Lagarce, des ouvrages publiés, des commandes. On a tous écrit sur Lagarce à un moment donné. Bon, plus la sortie de son journal, dont je vous recommande également la lecture. Je situais aussi tout à l'heure un peu en marge un auteur important, c'est Valère Novarina. Parce que d'abord c'est une écriture toujours simple, c'est toujours pas simple pour les 3 adjectifs, poétique au sens où c'est une écriture qui s'inspire peu des canons dramatiques, c'est une écriture qui déborde, qui peut être extrêmement longue, qui est comme ça totalement inhabituelle dans le domaine. Et Valère Novarina innove, ose l'abondance, ose la folie de l'écriture, ose la magie, enfin voilà, encore un cliché. Donc une période bouillonnante, compliquée, alors avec les accusations habituelles que vous entendez. C'est très simple, quand on ne comprend pas, on dit c'est élitiste. Bon, ça on est tranquille, on a bonne conscience, on se dit nous on n'est pas l'élite, on est des gens du peuple. Voilà, on a casé quelque part l'élite lointaine, et nous on peut tranquillement lire les mêmes choses et savourer nos choses anciennes sans mauvaise conscience. Alors, comme toujours, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des effets de mode, des choses complètement farfelues, et puis évidemment des suiveurs. C'est-à-dire, c'est comme dans n'importe quel phénomène artistique. Vous avez des gens qui risquent des formes, mais pourquoi ? Pas pour faire joli, mais parce qu'ils ne peuvent, comme disait Brecht, parce qu'ils ne peuvent plus raconter des choses nouvelles dans des anciennes formes. Ils ont absolument besoin de renouveler la forme en même temps qu'ils renouvellent ce qu'ils sont en train de raconter. Il y a une vogue et une vague des écritures. Il y a une quête de jeunes auteurs.
C'est-à-dire que beaucoup de théâtres organisent des lectures ou des mises en espace d'auteurs sans forcément les mettre en scène. L'écriture théâtrale, qui était un peu tombée en désuétude, donc dont je vous ai reparlé de l'éclatement des années 80, c'est devenu une espèce de chose qui va de soi. Juste comme repérage, moi j'avais un peu traîné mes guêtres ailleurs, mais quand je suis revenu enseigner à Paris 3, j'ai eu une profusion de thèses et d'étudiants parce que tout le monde voulait travailler sur les écritures contemporaines. Mon fonds de commerce est moins bon en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que maintenant, c'est un tout petit peu en train de basculer du côté de ce qu'on appelle le multimédia, les nouvelles technologies, le mélange, qui a un certain nombre d'organismes, dont ANET d'ailleurs, qui sont attentifs aux auteurs. Alors c'est plutôt des nouveaux auteurs que des jeunes auteurs, parce que les nouvelles auteurs sont forcément jeunes, comme chacun sait. Je ne sais pas, par exemple, Fabrice Melchior, dont on a beaucoup entendu parler. Par exemple, David Lescaut. Par exemple, Rémi DeVos. Par exemple, enfin une femme, Pauline Sall. S-A-L-E-S. Alors, je lâche quand même des noms, mais je peux en citer 30 autres, hein, ou 40 autres. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est des gens qui ont travaillé souvent près d'un théâtre. Par exemple, Melchior a travaillé avec Emmanuel de Marcy à Reims, Célène de Reims, et je pense que ça a beaucoup fait pour sa notoriété. C'est important de pointer ces phénomènes de groupe, où un ou deux auteurs sont associés à des compagnies ou sont en résidence ou peuvent travailler un peu plus sereinement et surtout ont une chance d'être montés.